Merci à tous d'être là pour ce rendez-vous de l'Alliance spéciale francophonie en cette journée du samedi 20 mars, donc le 20 mars, la journée internationale de la francophonie, qui est une journée un peu exceptionnelle pour célébrer ensemble la diversité culturelle de la francophonie et aussi dans certains cadres parfois plus institutionnels, la création de l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'est pas ce qui va nous occuper aujourd'hui, mais qui est intéressante à mentionner tout de même. Donc je vous parle ici depuis l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. On a organisé une semaine de la francophonie du 15 au 20 mars. Donc, on a commencé lundi et nous finissons aujourd'hui avec ce rendez-vous, puis avec un book sale dans le jardin de l'Alliance. Donc, si vous êtes à la Nouvelle-Orléans, je vous invite après nos échanges à nous rejoindre ici au 15-19 Jackson's Avenue. Et donc nous avons une belle semaine d'événements, un apéro francophone, une soirée documentaire autour de la francophonie des Amériques, une soirée pitch ta thèse avec les étudiants de Tulane, de LSU, de l'université de Lafayette, et une soirée conte qui a été très poétique et très belle dans notre jardin jeudi avec 2 conteuses et un musicien. Et hier, nous avions une soirée de court-métrage avec un court-métrage malgache, un court-métrage français, un documentaire sur la SAP, le mouvement de mode congolais exporté à Paris et à Bruxelles. Donc c'était une belle soirée autour de la diversité culturelle. Et donc, on a abordé dans cette semaine plusieurs aspects de cette francophonie, la francophonie de la littérature, notamment mercredi avec le pitch ta thèse, la francophonie des Amériques, la francophonie aussi des arts oratoires. Et aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur la francophonie de la Nouvelle-Orléans et les représentations culturelles qui y sont attachées. En tout cas, Ross et Catherine vont pouvoir nous en dire plus à ce sujet. Donc on est très heureux de cet événement qui arrive un peu comme une clôture de cette belle semaine. Avant de vous présenter nos deux speakers, les 2 personnes qui vont présenter aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler le planning des prochains rendez-vous de l'Alliance. Donc c'est un rendez-vous mensuel qu'on propose aux membres de l'Alliance française et à notre public de manière plus générale, pour mettre en avant des chercheurs comme Catherine et Ross, mais aussi des artistes, des personnalités, des militants, des activistes qui peuvent venir nous parler d'une cause ou d'un projet qui est le leur. J'arrête là, j'ai parlé un peu trop longtemps. Je vais présenter maintenant nos 2 chercheurs de ce jour, Ross Lewis et Catherine Dezinge. Ross, on s'est rencontrés ici à New Orleans puisque tu es professeur à l'université Xavier ici, professeur en Performance Studies, et cofondateur du Performance Studies Lab, donc à Xavier également. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Tu travailles à la croisée de l'archive, de la performance et du concept de l'infraordinaire. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et tu es actuellement en résidence à l'Université Lyon 3, où tu travailles avec Catherine pour un projet sur l'identité francophone contemporaine et comment les habitants de la Nouvelle-Orléans s'approprient cette identité. Bon, je t'inviterai à compléter tout ça. Et vous, Catherine, je ne me permets pas de vous tutoyer, on ne se connaît pas encore assez. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 3, chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire MARGE, M-A-R-G-E, et vous travaillez au croisement de la sociologie des médias et des publics. Et une partie de vos travaux, alors j'ai cru comprendre que vous aviez vécu à la Nouvelle-Orléans, une partie de vos travaux porte sur l'analyse des minorités culturelles de la Nouvelle-Orléans et vous avez notamment fait toute une étude sur la question de la série Trémé. Euh, et vous travaillez donc avec Ross sur ce projet Mapping le quotidien, Mapping the quotidien, je ne sais pas si on peut le dire en anglais, Mapping the quotidien, Francophone Identities in New Orleans. Donc maintenant, je vais vous donner la parole parce que tout cela nous a mis l'eau à la bouche et on veut en savoir plus sur vos travaux. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup, Emily, et merci, Joseph, et toute l'équipe de l'Alliance française. Je vais partager mon écran. Voilà. Et voilà. D'abord, merci à tout le monde, tous et toutes, pour être là avec nous ce soir et cet après-midi pour vous.
C'est vraiment, vraiment sympa d'être là parce qu'on a imaginé en fait cette intervention en mars 2020, juste avant la pandémie. Donc, comme tout le monde, c'était repoussé. Mais on a réalisé ce travail en 2019 actuellement. C'était Catherine qui est venue à la Nouvelle-Orléans pour participer aux interviews avec toutes les associations de francophones autour de la Nouvelle-Orléans. On a travaillé avec une équipe assez diverse à cette époque et on continue aujourd'hui, principalement avec l'équipe de MAGE, le Lab 3 de recherche à Lyon 3, que Catherine co-dirige, mais aussi avec l'Institut international pour la francophonie à l'Université Lyon 3, aussi avec l'artiste visuel Julie Morel, qui a justement fait la direction artistique pour la publication que vous voyez sur l'écran, petite éphéméride fragmentaire et située de la Nouvelle-Orléans qui représente la première phase. Voilà, Emily, et moi j'ai mon copie là, Catherine, j'imagine aussi. On comprend, j'espère, que cette petite publication est disponible actuellement à l'Alliance française. Je ne sais pas si c'est dans la bibliothèque. On a travaillé aussi avec le Performance Studies Lab à Xavier, qui a bien soutenu le projet. Notre collègue Robin Vander, un professeur à Xavier, a aussi participé en quelques entretiens. Alors, on avait une équipe, comme je disais, assez diverse, de disciplines différentes. Et nous voulons parler, bien sûr, de la francophonie visible aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, mais plus précisément de cette petite publication notre processus en construisant cette éphéméride et quelques enjeux concernant la manière dont une certaine francité, on disait souvent en la Nouvelle-Orléans que la ville a une qualité, un aspect French. Et c'est souvent le mot que moi j'entends depuis une vingtaine d'années à la Nouvelle-Orléans. On a cette identité French. On n'utilise pas en anglais francité, parfois Frenchness, mais c'est vraiment juste cette expression et d'identification French. Donc, on voudrait expliquer de perspective de notre processus de recherche comment cette francité est construite, voire, selon nous, performer à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une petite lecture qui... pardon. Qui est un extrait de l'éphéméride. Et on va commencer comme ça. Merci, Ross. Une fleur de lys. A fleur de lys. La cathédrale Saint-Louis. Le quartier français. Le café du monde. A beignet. Le lycée français. Une fleur de lys. Napoléon Avenue. A street name. Une boulangerie sur Magazine Street. Une fleur de lys. A fleur de lys. Oh, vous parlez français? Bonjour, madame. How are we to speak of these shared things? How to track them down even? How to give them meaning? To let them speak of what is, of what we are? Cette petite lecture caractérise vraiment une partie de la francité qui, selon nous, est une réalité sociale difficile à saisir. C'est la slide voilà, suivante. En fait, notre travail sur la francophonie de la Nouvelle-Orléans a consisté à essayer de saisir cette réalité francophone, c'est-à-dire de saisir la construction sociale, la construction esthétique de l'identité francophone ou l'identité française de la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc, cette identité, cette francité correspond d'une certaine manière au fait culturel français, c'est-à-dire à ce qui fait français à la Nouvelle-Orléans. Et ce qui fait français, cette partie de la culture française, est un élément culturel constitutif de la culture globale, plurielle de la ville de la Nouvelle-Orléans. Alors pourquoi cette francité est difficile à saisir?
parce qu'en fait, à travers les exemples qu'on vous a lus, elles se manifestent à différents endroits. Elles se manifestent à travers des signes sociaux, de langage, des signes culturels qui sont visibles pour certains. Ça peut être un bâtiment, une expression, un lieu, une manière de parler aussi, qui sont implicites et parfois qui sont cachés, qui sont fondus dans la culture de la Nouvelle-Orléans, qui sont diffus. Et on sait qu'ils sont là et pour autant, il est difficile de les caractériser, de s'en saisir. Et cette francité, cette Frenchness, cette francité, c'est une identité qui est quand même faite de bricolage et d'hybridation identitaire parce qu'elle s'emboîte dans la culture de la ville de la Nouvelle-Orléans, qui est aussi une ville qui est marquée par des métissages ethniques et culturels continus. Et puis aussi, elle est difficile à saisir parce que c'est le résultat, elle est le résultat de ce qu'on pourrait appeler une distribution sociale et différenciée. Alors c'est un mot un peu sociologique pour dire que cette connaissance-là, cette connaissance ordinaire, elle est propre aussi à chaque habitant de la Nouvelle-Orléans qui a une situation biographique personnelle en lien avec la francophonie ou la créolophonie. Et donc, tous les habitants de la Nouvelle-Orléans n'ont pas la même connaissance de cette francité, ni même la même expérience de cette francité-là. Et chaque expérience, elle est aussi très ordinaire, très singulière pour chacun. Et aussi, elle est ethnologiquement incarnée et donc soumise à des variations importantes en fonction du fait que l'on est soi-même issu d'une famille qui parle plus ou moins français, créole, cajun, etc. Donc, cette francité est difficile à saisir et notre objet avec Ross, c'était de savoir comment on allait arriver à en rendre compte d'une manière qui ne soit pas forcément descriptive, cumulable, quantifiable, etc. On ne voulait pas travailler avec les statistiques, on ne voulait pas compter les monuments, on ne voulait pas compter les noms de rues, etc. Donc, on est parti d'une méthodologie qui nous vient, c'est la slide d'après, du concept d'ordinaire. Donc, on s'est vraiment intéressé à l'ordinaire de la francité, au quotidien de cette francité, à l'observation de tout ce qui peut faire français dans la vie quotidienne. L'ordinaire est très difficile à observer. Nous avons un extrait de Liz Olson qui nous dit « Comment discutons-nous de l'ordinaire alors que, de par nature, il devrait rester négligé ?» Et effectivement, cet ordinaire-là, cet implicite, etc., caché, diffus, nous voulons le gratter pour essayer d'aller chercher sa substance originelle, qui est en fait comprise, incluse dans le concept d'infraordinaire qui est décrit par Georges Perec. Et sur l'écran, vous voyez un extrait de cet auteur qui décrit l'infraordinaire comme ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour. Le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire. Donc en fait, on va chercher avec Ross les détails insignifiants dans cette vie quotidienne pour permettre de faire apparaître une perspective un peu plus large. Donc on veut rendre l'invisible visible. Et une des spécificités de notre travail,
c'est que à la suite de Georges Perec, qui déclare que l'importance de la vie quotidienne est au même niveau que le discours officiel, nous avons pris 3 directions qui correspondent à 3 temps de recherche différents pour mener ce travail. Et la première étape de ce travail, ça a été d'interroger les représentants des organisations francophones à la Nouvelle-Orléans pour essayer d'aller recueillir dans leur discours les représentations qu'ils avaient construites, fabriquées, liées aussi à leur propre expérience de cette francité-là. La deuxième étape de notre travail est celle que nous menons actuellement, qu'on ne vous présentera pas dans le détail, puisqu'on vous présente ici la première étape. Ça a été aussi aller chercher, examiner les traces numériques, c'est-à-dire la manière dont les identités francisées sont exprimées dans les espaces où les gens expriment ces représentations, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, comme Twitter ou comme Instagram, parce que observer les photos qui sont déposées de la francité, la manière dont on en parle, les principaux hashtags, ça donne sens à des revendications identitaires à travers l'art, le style de vie, la cuisine, etc. Et donc, ces traces numériques sont aussi une incarnation de la francité. Et la troisième étape, c'est celle qui a été reportée à cause du confinement. Elle relève vraiment de la méthodologie de Georges Perec. C'est vraiment l'examen des traces urbaines, c'est-à-dire l'observation ethnographique de toutes les manifestations de ce qui pourrait faire français, de ce qui fait français aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. Alors, ce qui nous intéresse, vous avez compris, c'est le concept de trace. Voilà. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter les traces incarnées dans les discours des voix officielles. Donc, nous sommes allés rencontrer en février 2019 un certain nombre d'acteurs de l'Historic New Orleans Collection, du Consulat général, du Codophile, de Louisiana Créole, du média Télé Louisiane et bien sûr de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Et nous avons interrogé avec Roche un certain nombre de représentants de ces organisations. Les rencontres se sont faites sous la base d'interviews où les questions étaient volontairement très larges, très ouvertes, puisque l'idée, c'était de laisser la parole s'exprimer dans un cadre qui ne soit pas contraint et on ne voulait pas non plus orienter vraiment trop précisément le champ des significations qu'on pouvait rechercher de cette francophonie francité. Donc les thèmes abordés, c'était comment ces acteurs se représentent la francophonie, quel sens cela a-t-il à leurs yeux d'être francophones aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. C'est vrai que notre champ, notre périmètre géographique est la Nouvelle-Orléans et pas la Louisiane. Quels étaient les symboles de la francophonie, quels pouvaient être les noms, les lieux, les personnages, les expressions archétypales qui relevaient vraiment de cette identité-là. Et un certain nombre de thèmes, qui sont des thèmes très basiques qu'on a listés là, sont sortis en première lecture de ces rencontres où il y avait comme point commun beaucoup de références au festival qu'il peut y avoir à Nouvelle-Orléans, de la fête française, l'école bilingue, référence à la cuisine aussi, à des noms de famille. Il y avait un discours beaucoup sur les généalogies, les noms de rues, bien sûr, les questions de langue aussi, en lien avec les aspects créoles, cajuns, donc une approche parfois un peu linguiste, on va dire, de la francophonie, un peu de musique,
même si manifestement, ce n'était pas le thème le plus important. Beaucoup de choses en lien avec le tourisme, les commerces, la fleur de lys. La fleur de lys qui est le symbole permanent, omniprésent, je dirais même hégémonique. Voilà, on pouvait citer des monuments, des organisations francophones, des médias, etc. Donc la liste en fait de ces thèmes nous a permis en première instance de mots-clés, de points d'entrée dans une recherche archivistique que va vous présenter Ross, puisque notre travail se situe vraiment à l'articulation de la sociologie et de la recherche historiographique. Merci Catherine. Je vais parler un petit peu autour de la prochaine étape de notre processus qui concernait justement l'archive. Et en le disant, on a utilisé vraiment le Historic New Orleans Collection, le HNOC, comme notre archive principale. Mais avant de consulter l'archive, nous avons considéré un concept, le concept de généalogie de performance, un concept qui était introduit par Joseph Roach, qui était dans les années 80 un professeur à Tulane. Et il a utilisé ce terme, généalogie de performance, pour expliquer la manière dont des identités sont souvent transmises par les pratiques culturelles. Et ça, c'est quelque chose, une pratique culturelle, on voit toujours à la Nouvelle-Orléans. C'est les pratiques on voit souvent sous la forme d'une performance dans les rues. Comme on voit dans la citation de Joseph Roach, traduit en français là. On peut penser du carnaval, par exemple, et la manière dont les expressions culturelles prennent la forme d'une performance directement dans les rues. Mais on peut les observer également, comme disait Joseph Roach, dans les gestes et les traces quotidiennes. Et comme on était vraiment intéressé par le travail de Georges Perec et l'enfant ordinaire, on nous a demandé, est-ce que c'est possible aussi de trouver cette construction sociale de la francité contemporaine, cette généalogie de performance, en utilisant les voix officielles et les mots-clés pris de leurs interviews, et les mettons en conversation et les mettons en dialogue avec les données des archives. Donc, notre question principale pendant cette période de recherche dans les archives est devenue le suivant. Comment mettre la vie quotidienne, ce que Roach appelle la rue, en dialogue avec l'archive et puis avec quels résultats? Alors, le Historic New Orleans Collection a servi comme le lieu d'archive principal. Et dans cette archive, nous avons commencé avec les mots-clés pris directement des interviews, comme disait Catherine, et puis nous les avons mis dans le moteur de recherche. Donc, tout simplement, on a pris les thèmes, on a tapé directement dans le moteur de recherche de HNOC avec l'idée de considérer les résultats comme contenu visuel et textuel pour l'éphéméride elle-même. Et donc, plus tard, on verra justement comment on est arrivé d'avoir quelques idées, quelques images, quelques textes après cette expérimentation dans l'archive à Historic New Orleans Collection. Et je peux montrer quelques exemples des objets d'archivage qu'on n'a pas utilisés. Par exemple, le mot-clé « bonjour ». Souvent, pendant l'interview, quelqu'un annonçait « bonjour », c'est un exemple de manière des gens à la Nouvelle-Orléans prononcent leur francité, même si c'est juste un seul mot, une manière d'accueillir les gens. Et c'était bien sûr lié au thème de langage. Donc, on a mis directement « bonjour » dans le moteur de recherche, mais on n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé cette affiche assez drôle, plutôt touristique. Mais si on regarde une deuxième fois, on peut voir par exemple que cette bonjour, ce n'est pas toute seule, c'est bonjour y'all. Donc,
ça parle aussi de manière que la francité à la Nouvelle-Léon autour de thèmes de langage, par exemple, c'est une fusion linguistique qu'on trouve souvent dans les rues. Donc, c'est juste un petit exemple. On n'a pas traité dans l'éphéméride. Ensuite, on a encore cherché le mot-clé langage. Et souvent, on a trouvé les choses pour nous qu'on aime un peu drôles. Ici, on a un livre datant à 1840 qui s'appelle « Le petit livre pour rire ». Donc, c'est un petit livre de blagues, en fait, qui a été publié et republié plusieurs fois à la Nouvelle-Lyon. Et bien sûr, ce n'est pas surprenant. En 1840, moins que 40 ans après le vent de la Louisiane aux États-Unis, il y a les librairies et les maisons des éditions qui publient les textes en français à la Nouvelle-Lyon. Ce n'est pas du tout surprenant. Mais en allant un petit peu plus loin, on a trouvé, par exemple, une petite campagne publicitaire dans un journal à l'HNOC pour soutenir la nouvelle équipe de football américain, les Saints, à la Nouvelle-Lyon. Donc, c'était quelques années avant que l'équipe était présentée dans la ville. Mais on voit là l'utilisation d'une expression française, allons pro. OK, c'est la campagne publicitaire. Mais si on voit un petit plus loin, à la fin de cette invitation aux spectateurs d'assister à quelques matchs de football américain, on voit à la fin « Allons mes amis ». Et clairement, même un siècle après l'utilisation quotidienne de la langage française dans les rues, ici, on a l'expectation dans cette campagne publicitaire que les gens vont apprécier et vraiment réagir à cette suggestion que oui, nous sommes à la Nouvelle-Lyon en plus français, quoi. Donc, les deux cas, en ce cas, montrent évidence de l'utilisation quotidienne de la langue française, séparée par plus qu'un siècle. Et j'imagine aujourd'hui, sans avoir fait la recherche autour de publicité, on peut peut-être trouver aussi sur le pub, sur la télévision, etc., l'utilisation d'un mot, deux mots, une phrase en français qui marque les traces linguistiques de cette francicité. Bien sûr, il y a les autres symboles qui étaient cités dans les entretiens. Souvent, c'est l'idée qu'à la Nouvelle-Lyon, il y a beaucoup de drapeaux qui signifient la France ou les fleurs de lys ou une francité. Alors, en tapant drapeau ou flag ou French flag dans le moteur de recherche, encore une fois, on n'a pas trouvé grand-chose, mais ce petit ruban qu'on a trouvé intéressant parce qu'on a le drapeau français et aussi américain. On a aussi trouvé l'histoire de développement du drapeau officiel de la Nouvelle-Lyon, qu'on va discuter un petit plus tard. Et un autre mot-clé qui est plutôt symbolique, c'est le mot « beignet », qui était lié au thème de nourriture dans les interviews. Encore une fois, en cherchant beignet dans la collection archivique à Historic New Orleans Collection, on a trouvé un seul objet. C'est l'objet qu'on voit ici. C'est un petit doubloon, une pièce monnaie en métal qui a donné en fait 3 beignets offerts aux touristes, j'imagine, à Café Beignet dans le quartier français. Donc, ça date 89. Et on a utilisé plus loin dans l'éphéméride, je pense dans le mois de décembre, dans l'éphéméride, comme un exemple de commerce et comment le commerce instrumentalise une francité. On a cherché aussi, en écoutant les références aux associations francophones à la Nouvelle-Lyon, on a entendu par exemple l'Union française, l'Alliance française et les autres organisations qui distribuent la valeur de la francophonie. Donc, on a cherché vraiment pour la fondation de l'Alliance française à la Nouvelle-Lyon dans cet archive, mais on n'a pas trouvé.
Par contre, on a trouvé une société de bienfaisance des dames de l'Alliance française qui n'a rien à faire avec l'Alliance française, la Nouvelle-Lyon, mais on a trouvé ça assez drôle. Et ça, c'est début du XXe siècle. Mais ce qui nous est intéressé aussi, c'est le fait qu'il y a dans ce dossier, autour des dames de l'Alliance française, il y a une lettre écrite en français par une compagnie de pompes funèbres, en français encore, même si la compagnie s'est présente clairement comme anglophone. Donc, la lettre était écrite en 1913, juste quelques années avant qu'anglais ait imposé comme seule langue de scolarisation en Louisiane. Mais on a déjà cet aspect bilingue qu'on a capturé dans l'archive aussi. Alors, les images et objets trouvés dans l'archive, nous avons eu un corpus pour la création de l'éphéméride avec tout ça, et avec la direction artistique de Julie Morel, une artiste française qui a également participé dans la recherche de l'archive, mais aussi au début de notre projet, c'était elle qui a suggéré peut-être on peut réaliser une éphéméride pour représenter toutes les traces de cette francicité. Et comme Catherine expliquera ensuite, ces images et objets choisis pour l'éphéméride ont été mis en dialogue avec d'autres textes et citations pris des interviews ou d'archives, nous donnant ainsi une manière d'analyser les sources de cette francité élusive. Et là, Catherine, je vais passer la parole à toi pour parler un petit peu de la construction de l'éphéméride. Merci Ross. Oui, voilà à quoi ça. Donc Ross vous montre, enfin sur la slide, c'est la première page hein, de notre petite éphéméride fabriquée par Julie, qui est ici, hein, sous l'avatar Émilie Georgebis, qui nous a fabriqué ce magnifique objet. Oui, en fait, on a réfléchi à une manière de représenter les traces de la francité dans les interviews et les traces de la francité qui correspondaient en écho, en miroir dans les archives. On a réfléchi à une manière de les représenter également sous forme de traces, puisque la trace numérique ne correspondait pas assez à l'esprit de ce qui correspond dans les discours et les archives à l'esprit du fait culturel français. Et donc, l'éphéméride, elle présentait, selon nous, l'avantage de s'incarner sur une trace matérielle en format imprimé, c'est-à-dire manipulable, palpable, en papier recyclé, qui se touche, voilà, qui se palpe, qui se touche autant qu'elle elle se regarde. Et puisqu'elle est éphéméride, puisqu'elle est éphémère, Julie a préconisé un format plutôt de poche pour que la petite éphéméride, la petite part française de la Nouvelle-Orléans, on puisse l'emporter comme ça dans sa poche. Alors, cette petite publication, elle fait 32 pages. Elle est fragmentaire puisqu'elle n'a pas vocation à représenter de manière exhaustive l'ensemble du fait français. Néanmoins, elle se décline en 12 mois comme un calendrier, hein, comme une éphéméride, et chaque mois correspond à une thématique. Donc voilà, là c'est le mois de janvier, la thématique, si vous la voyez, c'est empreinte. Donc chaque mois correspond à un thème, et ces thèmes sont issus des entretiens, c'est-à-dire les thèmes dont je vous ai parlé, médias, drapeaux, fleurs de lys, etc. Ce sont ces thèmes-là que nous avons retravaillés pour les incarner, ou pour que ces thèmes se réincarnent dans une nouvelle entrée thématique, lexicale,
qui traduisent aussi les enjeux politiques, les enjeux culturels, les enjeux économiques auxquels les thèmes premiers issus des entretiens se réfèrent. Donc, pour Fleur de Lys, vous verrez qu'on n'a pas choisi de l'appeler Fleur de Lys, mais on a choisi de l'appeler empreinte. Parce que la fleur de lys est une empreinte qui va s'exprimer sur différents dispositifs, le corps, les drapeaux, etc. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est de dégager des thèmes qui sont là, qui sont ceux qui sont listés en français et en anglais. On a choisi empreinte, décalage relationnel, table française, résonance, hybridation, infraordinaire, saison française, survie, lâche pas, hashtag lâche pas, ressources musicales, performance et affiliation culturelle. Donc ces thèmes font écho aux premiers thèmes issus des entretiens, mais ils intègrent une dimension à enjeu beaucoup plus large. Et chaque entrée thématique porte en elle différents sens possibles et donc peut être décodée selon différentes perspectives. Autrement dit, le lecteur qui prend en main l'éphéméride, il est invité à participer à cette aventure de décodage en cherchant dans chaque double page les traces de ces lectures possibles. Autrement dit, un thème est encodé de différentes manières et renvoie à différentes lectures possibles. Et certaines lectures vont apparaître plus évidentes à certaines personnes qu'à d'autres personnes en fonction de leur propre capital culturel et de la connaissance socio-historique qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir de l'identité francisée de la ville. Et d'autres lectures pourront peut-être apparaître moins familières à certaines personnes qui auront peut-être davantage de plaisir à participer à cette expérience de co-construction du sens. Donc, le principe qui permet une compréhension optimale de l'éphéméride, il est ludique. Pas au sens où le contenu de l'éphéméride est drôle ou divertissant, mais dans le sens où, pour accéder à la totalité du sens qui est prescrit par les auteurs, il faut faire un travail de co-construction de sens. Autrement dit, toutes les significations qui sont prises dans le texte, elles nécessitent de la part du lecteur une participation active pour y accéder. Et donc, en fait, il faut faire des inférences entre les images, le texte, les petites légendes, les petites choses qui sont écrites ici. Il faut sans cesse faire des inférences pour arriver à saisir le sens global que nous avons voulu laisser sous forme de traces et permettre donc d'être décodé. Pour vous donner un exemple concret, on peut partir du mois de septembre. Et vous voyez que cette double page suit le format d'une éphéméride traditionnelle. Chaque mois de notre livret comprend des températures. Voilà, c'est le début de l'automne. On y a inscrit les températures moyennes et ou une tradition célébrée en mettant l'accent, bien sûr, sur celles que nous avons identifiées à la Nouvelle-Orléans comme étant des célébrations françaises, telles que la Toussaint ou les dîners de réveillon, par exemple, ou un fait ou une statistique pertinente
En l'occurrence, ici, on a mis 3, le chiffre 3. 3. 2 points, médias francophones. Bon. Ensuite, on y a mis un texte toujours en français, puis traduit en anglais, et sa provenance. Donc là, nous avons texte rouge, l'abeille de la Nouvelle-Orléans est le journal de presse institutionnel de la population franco-américaine que nous recommandons à nos lecteurs américains, hommes et femmes, qui souhaitent améliorer leur connaissance de la langue française. Donc, c'est un extrait d'un journal, d'une publicité, pardon, qui est parue dans un journal vers 1850, dans l'abeille de la Nouvelle-Orléans. En dessous, vous avez la thématique hashtag lâche pas. Et ensuite, vous avez une liste non exhaustive de titres de presse parus à un moment donné, au moins en français. Donc, il pouvait y avoir le français et l'anglais ou que le français. Et sur la page de droite, il y a donc une combinaison d'une page, enfin d'une page du Moniteur de la Louisiane, donc un journal paru en français, et une capture d'écran d'une page Facebook du média contemporain Télé-Louisiane. Alors, vous aurez sans doute compris ou déduit à quoi le thème hashtag lâche pas renvoie. Dans la liste primaire, il s'agissait du thème média. Sauf qu'en fait, plutôt que de parler d'un état des médias contemporains en miroir des médias historiques, on a voulu insister sur 2 éléments. Le premier, c'est le hashtag, qui traduit la part numérique des médias francophones aujourd'hui contemporains, versus la part qui était finalement des médias papier, qui étaient beaucoup plus nombreux avant, au XVIIIe, au XIXe et début du XXe siècle. Et la terminologie lâche pas, qui renvoie aussi à la résilience des médias contemporains, aujourd'hui en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, pour essayer de faire vivre la francophonie à travers des émissions médiatiques. Donc, vous voyez qu'il y a derrière un enjeu qui est aussi un enjeu culturel avec une vocation un peu militante de survie de ces médias-là. Et si, par exemple, Ross, tu passes à la slide suivante, il existe un document qui est recensé dans la bibliothèque universitaire de LSU à Bâton Rouge, qui recense entre 1794 et 1959 environ 160 titres de journaux de Louisiana French Newspapers qui sont parus soit en français, soit en français et en anglais. Donc, en comparaison de cette liste, donc vous avez vu que dans l'éphéméride, on n'a mis qu'un extrait de cette longue liste, mais cet extrait non exhaustif montrait le décalage numérique entre une production très dense avant 1959 et le chiffre 3 qui renvoie finalement à une minorité de médias francophones aujourd'hui contemporains. Juste pour revenir Rose, sur la slide précédente, j'ai oublié de mentionner qu'il y a des chiffres qui sont en rouge. Voilà, l'abeille de la Nouvelle-Orléans, par exemple, elle a fait l'objet de plusieurs diffusions. Donc, en fait, elle a fait l'objet de 4 diffusions différentes à 4 dates différentes. Puis, elle s'est éteinte officiellement le 27 décembre 1923. Et en hommage à cette abeille, et là, on peut passer à la slide, voilà,
est né le journal, enfin le site web Le Bourdon de la Louisiane. Et Le Bourdon de la Louisiane, finalement, sur leur page objectif du site, il est indiqué le 27 décembre 1923, l'abeille de la Nouvelle-Orléans, journal hebdomadaire néo-orléanais de langue française, a publié son dernier article. Citant le déclin de la langue française en Louisiane et donc de son public, le journal annonçait qu'il ne pouvait pas continuer ses activités. Sa fermeture signalait la fin de la presse francophone en Louisiane. Et pour rendre hommage à ce journal illustre, nous avons décidé de nommer notre publication Le Bourdon de la Louisiane, en continuité et en contraste avec notre prédécesseur. Nous ne pouvons pas prétendre d'être un journal au sens strict. Néanmoins, nous espérons que notre gazette en ligne vous intéressera, vous divertira et témoignera du fait que le français existe toujours en Louisiane. Et vous voyez la petite photo « Bienvenue dans la ruche » est adossée une légende. Nous sommes la première gazette en ligne écrite en français et en créole louisianais. Ne lâchons pas la patate. Et ne lâchons pas la patate, c'est hashtag lâche pas. Et vous voyez que l'abeille de la Nouvelle-Orléans s'est réincarnée dans le bourdon de la Louisiane. Donc en fait, il y a quand même une certaine continuité, mais vous verrez que le bourdon, il est quand même plus musclé. Il est plus velu, il est plus trapu. Et puis, il y a la ruche aussi qui peut accueillir jusqu'à, je me suis renseignée, 600 bourdons à la fois. Donc, ça veut dire que le français en Louisiane est résilient. Et puis, si on regarde un petit peu les chiffres, nous, on a mis 3, alors il y en a un petit peu plus aujourd'hui parce qu'il y a eu des médias nouveaux et notamment des médias aujourd'hui. Si on recense un peu les médias, bon là, c'est la liste faite par le courrier américain qui nous disait que c'était l'arrivée des nouveaux médias véhiculés par Internet et liés aux réseaux sociaux qui permettent de pratiquer la résistance francophone. Et donc aujourd'hui, il y a ici un échantillon de médias pure player, c'est-à-dire des médias qui n'existent que dans leur version numérique et qui sont là pour faire vivre l'information francophone de Louisiane ou faire donner aussi, mettre de la lumière sur certains acteurs qui sont des acteurs de la médiation culturelle francophone. Donc, il y a le LA Creole Show qui fait des petites qui se présentent comme un programme télé, qui présente en fait des petites capsules vidéo sous forme de saison, comme une série télévisée. La saison 1 porte sur la ségrégation et le racisme, la saison 2 sur la langue créole et ainsi de suite. Puis vous avez le New Niveau, qui est une entreprise de médias, de divertissement, qui se bat aussi pour maintenir la Louisiane française en vie, avec un animateur ultra dynamique. L'Aster en Louisiane, qui publie avec une régularité pas très grande, enfin, en quantité peu, avec une certaine régularité, mais peut-être une productivité moins importante que Bisous Mademoiselle, qui est vraiment Bisous Mademoiselle, qui est vraiment le dernier média qui se présente comme une web-série qui est très dynamique, qui est animée par une Française sur une variété de médias sociaux, de Facebook à LinkedIn. Et puis, bien sûr, Télé Louisiane. Et en fait, c'est en regardant la première vidéo qu'ils ont postée le 12 octobre 2018 sur leur chaîne YouTube, à la toute fin de leur première vidéo, qui est une vidéo finalement d'autopromotion de leur chaîne, une chaîne qui est une chaîne de culture, terre, langue et peuple. On peut y voir, dans les dernières secondes, le hashtag lâche pas, le hashtag ici, on parle français. Et c'est ainsi
on a choisi de présenter notre mois de septembre en référence aussi à ce combat que mènent aujourd'hui les médias, qui sont majoritairement des médias numériques, pour faire vivre la France et la culture, la langue et la culture française en Louisiane. On va passer ensuite 3 autres mois, donc 3 autres thèmes. Et donc, en commençant avec janvier, on a commencé le calendrier, l'éphéméride, avec le symbole principal de la francité de la Nouvelle-Orléans. On peut dire que c'est le symbole des symboles, toujours cité dans les interviews, mais également omniprésent, comme vous voyez vous-même, dans la vie quotidienne aujourd'hui. Et on a décidé de mettre en emphase vraiment l'histoire, comme j'ai fait référence plus tôt, l'histoire de ce drapeau, ce fameux drapeau avec 3 fleurs de lys, qui prend la même couleur que le drapeau de la France. Et l'histoire, c'est assez fascinant. Il y a 2 dossiers dédiés à cette histoire à la HNEC. Et nous a donné une autre manière à penser l'omniprésence de la fleur de lys aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. En fait, le design du drapeau a été réalisé après un concours lancé par le comité de la commémoration bicentenaire en 1918. Donc, ça, pour moi, ça c'était assez étonnant que c'était 200 ans après la naissance de la ville, il y avait un drapeau officiel, le premier qui était nommé par la mairie. Ça c'est le drapeau officiel. Et en présentant le nouveau drapeau, lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville, M. Wagerspack, qui était le chef de ce comité, a déclaré en anglais, et on a fait une traduction en français, 379 dessins ont été semés, 379 idées brillantes, inspirées par l'histoire passée de la Nouvelle-Orléans, par sa beauté et sa prospérité actuelle, et par des visions prophétiques de sa grandeur future. Donc, c'était clair. Bien sûr, c'était une cérémonie pour fêter 200 ans, mais c'était clair, ce drapeau était assez important. Et donc, sa iconographie aussi. Et cette cérémonie a été marquée par la présence et le discours d'un représentant de la ville d'Orléans, de la France, la présentation de la Marseillaise avant que le Star Spangled Banner, et l'explication de l'iconographie du drapeau lui-même. Ces couleurs, bien sûr, prennent inspiration du drapeau de la France, mais avec un changement assez important. Comme expliquait M. Wagerspack à cette cérémonie, si le drapeau français porte les idées fraternité, égalité et liberté, ceux de la Nouvelle-Orléans concentrent sur fraternité, pureté et liberté, qui était assez flippant pour lire, franchement. Et cette archive nous a donné une entrée pour considérer le concept de généalogie de performance de ce symbole, le fleur de lys, imprimé sur ce drapeau officiel. Encore une fois, avec cette idée de fraternité, liberté, mais aussi pureté. On doit demander pureté de quoi exactement? Il y a les traces laissées, les traces d'identité, mais également des effets politiques, des effets sociaux, des effets économiques de ce symbole d'identité. Alors, si on considère la naissance de ce symbole, dérivé d'un symbole de la monarchie française, bien sûr, la fleur de lys est omniprésente aujourd'hui dans la ville jusqu'au moment de sa naissance. Et imprimé sur les drapeaux, aussi les documents officiels, et tatoués après sur les corps des esclaves qui ont tenté la liberté. Ici, je cite le Code noir qui a expliqué, par exemple, l'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur l'épaule. Donc, on a cette histoire assez violente qui porte aussi une autre manière de considérer cette identité française.
Et puis, en sortant assez vite, 200 ans plus tard, bien sûr, on retrouve ce fleur-de-lis sur le maillot de l'équipe de football américain de la ville de Nouvelle-Orléans, les Saints, ainsi que sur le déguisement de ses supporters. Et c'est aussi un symbole encore marqué sur le corps, blasonné, comme une icône presque, parfois obligatoire, marquant une certaine identité ou bien un lien personnel à la ville, un symbole qui est finalement parfois nommé français. Et j'ai trouvé le travail d'une historienne, Marlene Ott, qui a fait pas mal des interviews après l'ouragan Katrina, en demandant aux gens qui avaient le tatouage de fleur-de-lis pourquoi, comment, ça symbolise quoi exactement. Et je cite là en anglais le texte, l'analyse de cette historienne, Marlene Ott, elle aussi, qui se trouve dans un mélange de la francité et l'iconographie historique et identitaire. Alors, elle a écrit, "With the fleur-de-lis, Laura, an interviewee, has chosen one of today's most inclusive symbols of New Orleans' uniqueness. Laura's audience is both local and national. Embracing the cultural separateness of New Orleans from the rest of the nation seems as much an act of loving homage as one of proud defiance. Her particular choice seems to place her right in the footsteps of Joan of Arc, who embarked on a passionate quest for liberation from foreign English rule." Donc, même si Laura, dans son interview, ne fait aucune référence à une identité française, justement, l'historienne a bien fait le lien qui, encore une fois, nous suggère que cette icône porte une valeur identitaire historique. Dans le mois de juin, on a appris finalement le mot infraordinaire, mais en place du mot rue, le symbole assez quotidien. Et Catherine a déjà expliqué le travail de Georges Perec et le concept de l'infraordinaire. Dans son livre L'espèce d'espace, Perec a interrogé la façon dont on regarde la vie quotidienne, y compris la ville, le quartier et la rue. Et notamment, il a cherché une manière de regarder plus lentement et plus attentif. Et selon Perec, et je cite là Perec, il faut y aller plus doucement, presque bêtement, se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. Et là, on verra que les rues qu'on a sélectionnées dans ce petit photo safari ne sont pas les rues qu'on peut imaginer de la francité de la Nouvelle-Orléans. Ça veut dire que ce n'est pas une rue trouvée dans le quartier français. Commençons avec les références au nom des rues que nous avons notées pendant les interviews. Souvent, les rues, on se trouve dans le quartier français. On a consulté ensuite le livre illustré et très connu de John Chase, qui s'appelle Frenchmen Desire Good Children and Other Streets of New Orleans, qui a pas mal des éditions et qui est republié plusieurs fois depuis des années 60. Et Chase, bien sûr, raconte les histoires de noms de rues de la Nouvelle-Orléans, donnant une généalogie toponymique de la ville. Mais si cette identité française est évidente dans les noms de rues, est-ce qu'on peut trouver cette évidence quotidiennement en dehors du quartier français? C'est ça la question qu'on a demandé. Ça veut dire, existe-t-il une francité sur les rues elles-mêmes, bien loin des quartiers historiques? On est revenu à Perec et sa demande pour une enquête de l'infraordinaire au niveau de la rue. Et donc, nous avons regardé une liste alphabétique des noms des rues contemporaines. Cherchons les traces françaises. Et ce n'est pas difficile à trouver les prénoms français ou même les noms des lieux français ou des phonèmes. Par exemple, Aline, Anne-Marie, Bonhomme Richard, Bienvenue, Bel Air, Belcastle, Bellechasse, Belgrove, Belleville. Ce n'est pas difficile. Mais en cherchant plus loin, on a trouvé aussi une série de rues
tout situé sur la rive ouest de la Mississippi, dans un quartier de banlieue Algiers, appelé Bocage, qui préserve le mot rue dans le nom lui-même, et qui est assez rare en dehors de le quartier français. Bien sûr, en quartier français, on voit Bourbon Street, mais aussi juste à côté, rue Bourbon, par exemple. Mais en dehors du quartier français, c'est assez rare de trouver le nom rue sur le panneau lui-même. Mais justement, à Bocage, un quartier en Algiers, on trouve rue André, rue Colette, rue Delphine, rue Denise, rue Michel, rue Mignon, rue Nadine, rue Nicole, rue René. Et si John Chase annonce son entrée dans les rues plus ou moins très connues, et je cite John Chase là, je cherche la manière dont les noms de rues racontent littéralement l'histoire scandaleuse de la ville de la Nouvelle-Orléans. Nous avons demandé, est-ce qu'on peut aussi chercher une manière de raconter la ville moins extraordinaire, voire infraordinaire? Est-ce qu'on peut regarder ou trouver justement une histoire de francité et cette expression contemporaine dans les rues, peut-être sans beaucoup d'entrées ou bien loin des quartiers souvent liés au tourisme. On va terminer là pour avoir le temps pour les questions avec le mois de novembre. Et c'est un mois pour nous qui a parlé de thème de tourisme. Mais comme Catherine a expliqué, on a choisi les autres manières de parler de thème. Et là, on a décidé de prendre le mot performance, qui pour nous était bien invoqué justement pendant l'interview avec Matt Mick, qui est l'attaché de la communication à Codefil. Et M. Mick a expliqué que l'histoire n'est jamais facile à communiquer, mais dans le domaine du tourisme, c'est d'abord une question de marketing. Alors, à la Nouvelle-Orléans, le marketing de l'histoire est principalement une question de l'instrumentalisation de la francité, comme une performance touristique. On va prendre cette identité française et on va utiliser comme un outil pour le tourisme économique aussi. Et bien sûr, c'est une performance qu'on peut observer aujourd'hui, mais justement depuis le début du XXe siècle. Donc ici, on a essayé de capturer début du XXe siècle, 1915, dans le Guidebook of New Orleans, un guidebook pour les touristes anglophones, qu'on a traduit en français en petits extraits, que la francité était bien marquée dans l'architecture, dans la manière dont les gens se présentaient dans le quartier français, dans le langage, etc. Et plus tard, dans la même publication, sur une autre partie qui était titrée Antique Shops, nous avons trouvé le suivant, et je cite en anglais encore, un texte qui, je pense, parle justement de ce désir et cette performance touristique de la francité. The young French colony of New Orleans attracted many of the foremost families of France, and they brought with them thousands of articles of art, virtue, and embellishment of the nobles and their followers. Hundreds of families cherished their treasures as the only thing remaining to tell of days when La Belle France had been their home. It is in the quaint old French portion of the city, et ici encore, on a cette insistance de la pittoresque, that the newcomer naturally seeks the shops of the dealers in odd things, and it is here that they are found. Cette insistance qu'on peut trouver la construction, cette performance d'une identité pour les touristes. Cette construction performative est sans doute familière aujourd'hui. C'est l'utilisation, comme j'ai déjà dit, de la francité comme outil de la tourisme. Martine Geronimi a fait une analyse du tourisme dans le quartier français dans le début du 21e siècle. Elle a remarqué qu'à la Nouvelle-Orléans, le cocktail, littéralement le cocktail, forgé à partir de multiples facettes d'une vie française imaginaire, conduit le visiteur anglophone à adhérer ce modèle de French Quarter. Donc, elle a reimaginé un imaginaire français imaginaire comme un cocktail. Et sans surprise,
L'image de cocktail n'est jamais loin de l'image de quartier français. Dans l'éphéméride, par exemple, on a consulté le livre de Robert Kinney, publié en 1942, qui s'appelle The Bachelor in New Orleans, où l'auteur Kinney donne les conseils souvent parodiques aux jeunes hommes qui rendent visite au quartier français en tant que touristes dans les années 40. Et même si le livre a été publié en 1942, on reconnaît facilement une performance touristique et vivante aujourd'hui. Les cartes ici imprimées pour mener un tour de cocktail avec, je pense, 18 lieux différents, les restaurants, les bars, dont les noms servent comme les signes d'authenticité. Et souvent, ces signes sont liés à une certaine Frenchness. On peut prendre cette dernière diapo comme un exemple. Même si le bar Tony Bacino's a le croisement de rue Bourbon et Toulouse, n'a pas une connexion, un lien d'une certaine francité. Bien sûr, si on voit plus loin, c'est situé juste en face de l'ancienne maison d'opéra français à la Nouvelle-Lyon. Donc, c'est aussi une manière peut-être de rappeler le touriste. Cette ville, bien sûr, est française et on doit bien rappeler d'avoir cette expérience authentique. Pour cette chercheuse québécoise, Martine Géronimi, c'est vraiment pas l'authenticité qui est performée, mais c'est le signe d'authenticité qui est approprié de ces lieux-là. Alors, pour conclure, dans notre propre tour de l'imaginaire de la francophonie à la Nouvelle-Orléans, que nous avons bien fragmenté et situé dans une petite éphéméride, nous essayons de mettre en emphase les traces contemporaines d'une francité construite activement et socialement. Et voilà, ça c'était la première phase de notre projet. On est ravis d'avoir partagé avec vous. Aussi, voudrais avoir conversation, questions, etc. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas comment se sentent les autres participants, mais j'aurais eu envie que vous puissiez détailler toutes les pages pour bien comprendre effectivement l'origine de tous ces mots et de vos réflexions. Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui nous suivent? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Peut-être le temps que les participants puissent poser des questions. Moi, j'en avais une sur le périmètre de vos recherches. Pourquoi New Orleans? Pourquoi être à l'échelle de la ville et pas de l'État ou au moins du sud de l'État où on sait qu'il y a une tradition française francophone voilà, qui a des origines diverses en fonction des territoires. Voilà, pourquoi ce choix de travailler sur New Orleans en particulier? Catherine, est-ce que tu voudrais commencer? Il y a des questions, j'allais dire, qui relèvent vraiment de ce qu'on appelle en sciences sociales le choix des corpus. Et le choix du corpus doit être inscrit dans un périmètre un peu délimité, puisque il y avait des contraintes de temporalité, de rencontres d'acteurs, etc. Et aussi des thématiques dans la francophonie qui nous semblent extrêmement complexes à examiner, notamment du point de vue compétences qu'elles peuvent exiger en termes d'histoire et de linguistique, dès lors qu'en fait, on s'aventure sur le territoire louisianais dans son ensemble. Donc, le circonscrire à la Nouvelle-Orléans, je ne vous cache pas qu'il y avait aussi un aveu de faiblesse de notre part, mais c'est aussi parce que il y a une vraie réalité de terrain, en fait, et que les traces ethnographiques que l'on veut mener, si on veut les mener sérieusement avec la théorie de l'infraordinaire de Georges Perec, elle implique du temps passé sur le terrain à photographier, à se promener, à déambuler.
qui nous semblait complètement incompatible avec la présence sur le territoire dans son ensemble. Et puis, c'est un point de départ. Voilà. Donc, le point de départ aussi, il fallait... C'est important aussi qu'on s'entende sur un terrain qui soit réaliste dans un premier temps, et aussi parce que notre étude est expérimentale. J'ajouterais ainsi l'idée que souvent, en pensant de perspective des Français, tant que je suis américain, mais je tends souvent les Français en arrivant à la Nouvelle-Orléans, mais c'est une ville française, mais je ne tends pas beaucoup de gens qui parlent français. Et donc, ça, c'est pour moi aussi un point de départ assez important. Si on ne tend pas les Français assez souvent que, par exemple, à Lafayette ou les autres régions de la Louisiane, on trouve la francité ou l'aspect français ou dans cette ville. Donc, c'est ça aussi le moment où je pense l'idée d'enfant ordinaire est entrée. Merci. Il y a 2 questions dans le chat. Alors, une première qui m'a été adressée directement, qui est très simple, c'est où peut-on trouver l'éphéméride? Donc, on en a quelques exemplaires à l'Alliance française. Est-ce qu'il est disponible ailleurs dans la ville, Ross et Catherine? Est-ce que vous le savez? Du coup, on a distribué juste avant la pandémie. C'était publié justement en France. Et en revenant à la Nouvelle-Orléans au début de 2020 maintenant, j'ai distribué à tous les acteurs qu'on a interviewés. Mais comme c'était la première édition, on n'a pas publié beaucoup. Donc, c'est dans les laboratoires de recherche. C'est vraiment, malheureusement, c'est vraiment l'Alliance française qui, je pense, a plus des exemplaires. Ouais, plus des exemplaires. Mais justement, Catherine et moi, nous avons parlé de possibilité de... C'est vrai que nous les avons, il n'y a que 100 exemplaires d'imprimés, aussi parce que le format est particulier, aussi parce que le papier est juste magnifique et les coûts d'impression et de réalisation sont élevés. Donc en fait, chaque éphéméride revient à un coût de fabrication de 10 €, ce qui est quand même très au-delà du prix d'édition sur des objets industrialisés. Voilà, en fait, on n'est pas du tout sur un objet industrialisé. Et donc, pour l'instant, on a une production très limitée. Mais il m'en reste quelques exemplaires au laboratoire à Marge que je peux envoyer pour les consulter. On réfléchit à une manière de valoriser peut-être différemment cette éphéméride, peut-être visuellement. Enfin, visuellement, mais elle perd beaucoup de son caractère expérientiel en version numérique, comme vous voyez à l'écran. Oui, tout à fait. Ouais. Une autre question de Gaby Grenier, est-ce que tu veux la poser directement ou est-ce que... Oui, comme tu veux. En fait, oui, j'avais juste la question. Donc, quand vous avez effectué les entretiens avec les acteurs locaux tout au début, je voulais juste savoir si vous avez remarqué vraiment une grande différence entre les réponses concernant les références de la francité entre les Français installés en Louisiane et les personnes qui sont vraiment originaires de la région. Enfin, plutôt de la Nouvelle-Orléans pour le coup. De manière très évidente, les Français qu'on a interrogés ont probablement une représentation de la francité qui est livresque, c'est-à-dire qui est aussi liée à leur bagage culturel personnel. Alors que, et c'est aussi du fait qu'ils sont extérieurs
en fait, à la vie culturelle et ne sont pas natifs de la ville, alors que les gens natifs de la Nouvelle-Orléans ou de la Louisiane peuvent aussi avoir un regard personnel en fonction de leur cursus scolaire et donc en fait des références qui vont être très différentes, plutôt en sciences sociales ou plutôt en linguistique. Et ensuite, on peut avoir une diversité de points de vue en fonction de la biographie propre des personnes en relation avec les racines de, la, de leur, les racines généalogiques françaises, enfin comment le fait culturel s'est enraciné dans leur biographie, soit au niveau généalogique, parents, arrière-grands-parents, etc., soit au niveau de leur parcours scolaire, en étant à un moment donné expatriés. Et donc, effectivement, en fonction aussi des objets et des institutions dans lesquelles ils travaillent, les problématiques soulevées sont un petit peu différentes. Il n'empêche qu'il y a un terreau commun. Et puis, je crois aussi le fait qu'on a demandé aux organisations francophones de parler de position de leur propre association, ça veut dire d'être vraiment une voix officielle. Je pense, ouais, c'est quelque chose, je pense, qui a créé un encadrement pour toutes les réponses, justement. Mais pour moi, ça c'est assez important à poser dans la prochaine phase quand on considère les expériences des citoyens, citoyennes de la Nouvelle-Orléans. Justement, cette question d'être installé d'ailleurs, même de la France, ou d'être originaire. Merci pour cette question. Que le cadre de l'interview, il est volontairement contraignant. Il est contraignant d'abord parce qu'il était dans un cadre officiel, avec une demande officielle émanant de nos universités, avec de la documentation à signer, impliquant et un enregistrement sonore, ce qui indique quand même un registre de discours déjà soutenu dans la forme et aussi probablement maîtrisé du point de vue de son contenu. Et pour autant, on est aussi parti des discours officiels et des voix officielles parce que dans nos échanges avec Ross, on s'est dit que ce discours officiel était aussi représentatif des représentations et des imaginaires qui circulent en fait à la Nouvelle-Orléans et qui circulent à travers les fictions, à travers les affiches publicitaires, les médias, etc. Voilà. Et les prochaines étapes de notre travail, elles vont essayer de mettre en perspective justement les traces numériques, c'est-à-dire les acteurs, les internautes, les acteurs qui prennent en charge et qui font aussi la promotion de cette culture et essayer de voir si ce sont les mêmes acteurs ou pas, voir s'il y a aussi les acteurs officiels et quel est le discours officiel tenu sur les réseaux sociaux. Et puis les autres, c'est-à-dire ceux qui sont de passage et qui sont aussi peut-être des gens qui ont juste une passion pour la ville, et quels hashtags ils utilisent et comment ils s'identifient et comment ils revendiquent une identité culturelle qui est là pour le coup très expérientielle. Voilà. Et probablement moins officielle, c'est-à-dire qui répond moins aux exigences des institutions qui est francophone louisianaise et néo-orléanaise. Et enfin, la troisième étape, c'est vraiment les traces ethnographiques. Et là, c'est vraiment aller enregistrer mais les sons des dialogues, à l'essai de capter toutes les traces qui peuvent être papier, Ross, il a dit, hein, dans la rue, mais il y a vraiment des correspondances, hein, parce que les noms de rue, c'est vraiment un affichage, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais probablement aussi que dans la rue, il peut y avoir d'autres histoires qui se racontent entre des gens qui discutent ensemble sur un bout de table, etc. Et donc, nous on veut aussi faire cette approche-là et regarder ce qui se passe pour
pour avoir une approche un peu globale de ce fait culturel selon des perspectives différentes et regarder comment les chemins, les parcours, les trajectoires de ces traces se mêlent, s'entremêlent et se superposent. En fait. L'idée étant à chaque fois de créer une performance, un objet, etc., qui ne soit pas un article, qui soit, même si nos métiers exigent qu'on produise des articles scientifiques, mais qui puissent être expérimentés aussi par les habitants en fait, de la ville et de la Louisiane. C'est quand même une partie de leur histoire et elle interroge beaucoup. Je trouve que l'éphéméride interroge beaucoup parce que là, on a choisi le mot résonance. Mais résonance, en fait, c'est les noms de famille. C'est le thème nom de famille. Mais en fait, dans les discours des acteurs, les noms de famille faisaient résonance à des saveurs, à de la cuisine, à de l'affectif, à aussi des histoires tristes. Et donc, en fait, plutôt que nom de famille, derrière résonance, il y a beaucoup de sensibilité, en fait. Et le choix de l'image aussi, c'est une pierre tombale. Oui. Je suis cachée. Mais vous voyez, la pierre tombale, c'est l'héritage, c'est la transmission, c'est la mort, mais c'est aussi la généalogie, etc. Et c'est une résonance. En fait, le terme lui-même est polysémique et en fait, il nous intéresse d'aller chercher et creuser dans cette polysémie-là. Et c'est aussi pour ça que dans les choix des mots, on disait charbonneau, charbonnet dit aimable, ortolan dit alouette, l'alouette. Gabriel Buart dit beau soleil. Et on voit comment, en fait, c'est aussi la résonance sémantique qui va créer des noms de famille qui sont après éloignés des noms officiels, vrais, etc. Mais ça fait partie aussi d'une résonance, je ne sais pas comment on dit en linguistique, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prononciation, voilà, du son, de la rythmique des sons, etc. Donc les résonances, elles font écho à toute une multitude de significations et chaque lecteur peut aller piocher dans le mois d'avril un type de résonance qui lui parlera davantage. Oui, merci. C'est une réponse un peu longue à une question. Non, mais c'est très intéressant parce que justement, en fait, c'est d'un point de vue très individuel, en fait, à chaque fois. Il ne faut pas juste diviser en deux communautés, les Français installés en Louisiane et puis les personnes originaires de la ville. En fait, c'est vraiment, comme vous disiez dès le départ, c'est en fonction de chaque profil, chaque parcours, chaque identité, en fait, personnelle qu'on peut avoir un point de vue un peu différent sur la francité. Et justement, si je me permets une deuxième question, est-ce qu'à votre avis, à quel point la francité et la francophonie vont main dans la main, en fait? Est-ce que la francophonie, ça revient systématiquement quand on parle de la francité à la Nouvelle-Orléans, ou c'est plus une identité culturelle? J'aimerais connaître un peu plus votre position sur le lien entre ces deux termes. Je vais peut-être plus laisser Ross s'exprimer là-dessus, parce que c'est peut-être lui qui a plus manipulé le concept. Moi, je vais plutôt avoir la perspective, on va dire, d'analyse des discours. Le terme francité, c'est un terme sur lequel on a réfléchi, qui nous semble correspondre à ce qui fait français, voilà. Et donc, en fait, serait un élément inclusif de la francophonie. Voilà. Sans lui être complètement, sans l'englober totalement, puisque la question de la langue aussi fait partie de la francophonie, et que nous, c'est sans doute un biais de l'analyse, mais nous, on a voulu aussi ne pas traiter cette question complexe du point de vue linguistique et du point de vue de ces problématiques qui nous semblent vraiment complexes. Et la francité, dans l'éphéméride, puisqu'on a choisi 12 entrées, elle montre que le fait culturel français se trouve finalement, la Nouvelle-Orléans est une idée du fait culturel français au-delà des affichages
évidents, des preuves évidentes, des noms de rue, etc., et des noms de commerce. Mais en fait, elle est là avec ces termes résilience, enfin résonance, survivance, lâche pas, etc. Elle imbibe absolument tous les secteurs économiques, culturels, linguistiques. Là, c'est l'hybridation identitaire. Donc là, c'était justement la question des Cajuns, des Créoles, voilà, des descendances, etc., que Joseph Dune maîtrise vraiment beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et d'ailleurs, on a mis un extrait de ce qu'il a indiqué. Et dans cet extrait, et mon cul, c'est vraiment, mais il y a des gens qui se considèrent comme cadiens parce qu'ils sont blancs, mais qui parlent créole, et des gens de couleur qui s'identifient à des créoles, mais qui parlent français. Et en Louisiane franco-créolophone, les identités ethno-ratio-généalogiques ne sont pas toujours synonymes de langue pratiquée. Donc, ce qui nous semblait le mieux caractériser ce qu'il essayait de nous expliquer le plus simplement possible, mais qui est extrêmement complexe, c'était ce concept d'hybridation finalement. Pour répondre hyper vitement, Gabi, si j'ai compris ta question, c'était autour de la définition, comment on définit francité en comparaison avec la francophonie, c'est ça? Oui, oui, enfin, ça c'est un aspect de la question. En fait, c'est vraiment quel est le rapport entre ces deux termes que vous employez dans vos recherches, en fait. Enfin, oui, j'ai pas des questions très précises, en fait. C'était juste pour mieux comprendre un peu la relation entre les deux notions, quoi. Oui, du coup, juste pour répondre assez rapidement, comme Catherine a dit, les deux termes sont chargés avec beaucoup de... Ils sont polysémiques et pour moi, francophonie est pluriel, c'est minuscule F. Donc, je ne considère pas vraiment la francophonie. Il y a une francophonie F majuscule qui parle de tous les États francophones avec les citoyens et gouvernements qui parlent et utilisent le français comme langue officielle, etc. Bien sûr, il y a les espaces francophones qui parlent plutôt de culture. Nous sommes plutôt, selon moi, dans l'espace francophone où on considère les influences plurielles d'une francophonie, mais c'est aussi quelque chose qui évolue. Et le moment où on s'appelle francophonie, bien sûr, on va penser de la France, peut-être la France métropolitaine, même si ce n'est pas forcément l'influence l'influence francophone que la Nouvelle-Orléans vit aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a toujours cette tension. C'est assez tendu, le mot francité. En fait, pour cette présentation, on a choisi francité parce que le mot on attend sur les rues, c'est French. Pas forcément nationalité, mais comme adjectif. Nous sommes French. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est toujours les questions. Donc, ce n'est pas... Moi, ce n'était pas rapidement ma réponse. Ce n'était pas hyper concrète, mais du coup, c'est une question qu'on se demande souvent. Voilà. Mais merci beaucoup. C'était hyper intéressant, en tout cas. Bravo. Avec plaisir. Moi, sur la question de la langue, toujours, ce qui m'a surpris en arrivant ici, c'est la manière d'écrire l'anglais avec des formes françaises. Par exemple, le Go, G-E-A-U-X. Est-ce que vous avez exploré aussi cette façon d'intégrer des formes françaises dans finalement la langue américaine, la langue anglaise parlée à New Orleans, ce qui est quelque chose d'identitaire assez fort, puisqu'on le retrouve sur les panneaux, devant les maisons, sur les drapeaux pendant les élections. Voilà, c'était une trace que je trouvais intéressante aussi. Je ne sais pas si ça fait partie de votre champ. Justement, on était plutôt dans la situation où on a demandé les questions aux voix spéciales et s'ils ont bien ciblé un concept comme toi, Emily, cette anglicisation ou cette hybridation de langage, on a bien noté. Et ensuite, on a mis dans la recherche le moteur de recherche. Donc, c'était plutôt l'enjeu expérimental. Mais justement, Matt Mick est bien sûr codophile.
c'est pas juste une organisation pour la Nouvelle-Orléans, c'est pour la Louisiane. Et j'ai réalisé cette interview à Lafayette. Et plusieurs fois, M. Mick et Peggy Feehan, la directrice de Codefil, ont parlé de la Louisiane et ensuite, ils ont fait référence à la Nouvelle-Orléans. Et donc, Matt Mick, principalement, a parlé justement de cette hybridisation des termes. Et pour lui, pas plus que ça, franchement. Il a juste noté, parfois les gens disent que ça, c'est évidence d'une certaine Frenchness, mais pour lui, personnellement, ce n'était pas le cas. Pour lui, c'était quelque chose qu'il n'a pas vraiment apprécié, mais c'est bien noté. Donc, mais il a parlé plutôt pour l'État de Louisiane, voilà. Mais c'est bien noté quelque chose, je vais noter parce que c'est une autre direction, en fait. Est-ce qu'on peut poser une question, nous? Ah, bien sûr, allez-y. On se demandait justement, avec Ross, on se disait, mais quel serait le mot anglophone, francophone ou hybride qui caractériserait justement ce que nous, on appelle francité, mais dont on n'est pas forcément bien sûr de l'emploi, en fait, de l'usage. Des exemples de mots qui, pour nous, représentent cette hybridation? Ouais, vous l'appelleriez comment? Ce fait culturel français, enfin, cette part française de l'identité plurielle de la ville. Ou est-ce qu'elle est indissociable? Est-ce qu'on peut la dissocier? Enfin, nous, c'est un peu c'est à la fois les racines et les représentations actuelles, contemporaines, qui sont aussi le résultat d'une fabrication. C'est ce qu'on met dans le parti tourisme, performance, où derrière, on va jouer aussi sur cette identité française, mais pas que, pour gagner en spécificité aussi et se différencier en termes d'identité géographique urbaine sur le territoire américain. Moi, je me sens pas très légitime pour prendre la parole, étant donné que je ne suis pas néo-orléanaise depuis très longtemps, mais j'aurais tendance à dire que c'est tellement ancré et tellement presque inconscient aussi, cette identité des néo-orléanais, que je trouve ça difficile de mettre un mot, mais peut-être laisser nos amis louisianais prendre la parole là-dessus. Frenchness, ça ne correspond pas. Si, je pense que vous avez bien raison de l'appeler plutôt Frenchness que French, même si on dit que oui, we are French here. Oui, je pense que, pour moi, ça me semble, en ce moment en tout cas, c'est moyen de se rapprocher, de cet aspect vraiment culturel et pas linguistique, pas comment dire. Nationalistique, non, c'est pas le bon mot, mais en fait, c'est vraiment la partie de l'identité culturelle à laquelle vous faisiez référence dans vos recherches, même si c'est pas employé par nous ici. Je pense que vous l'avez bien identifié là, il me semble. Et peut-être pour aller vers la fin de notre rendez-vous aujourd'hui avec vous, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les prochaines étapes de votre recherche et la forme que ça prendra? Peut-être est-ce que ce sera un autre type de publication ou peut-être quelque chose de plus de l'ordre du spectacle, ou voilà, quelles sont les différentes étapes de recherche et la forme que pourra prendre ce partage? Je peux commencer, Catherine, et tu peux finir peut-être. La prochaine étape, c'est plutôt universitaire. On va créer quelques articles autour de ces résultats pour les revues des universités. Mais après, on va travailler dans l'archive de l'Organisation internationale de la francophonie, qui bien sûr n'est pas forcément liée à la Nouvelle-Orléans, mais justement, on voudrait faire les expérimentations avec
les données des archives de la HNOC, par exemple, plus de recherches sur les rues ethnographiques à la Nouvelle-Orléans, mais en mettant des dialogues au niveau international qui va donner ensuite à une série de performances à Lyon, où on se trouve cette archive de l'Organisation internationale pour la francophonie. Donc ça, c'est plutôt la fin de 2022. Oui, on imagine une réalisation plutôt créative. Donc, quand je dis performance, ce n'est pas forcément quelque chose sur une scène avec une compagnie professionnelle, c'est plutôt, si on peut imaginer ce carnet, cette éphéméride, comme un objet qui est aussi interactif, qui permet, par exemple, quelqu'un d'arriver au lieu d'une archive, par exemple, dans le HNOC, avec les instructions pour regarder autrement ou pour marcher sur les rues, en regardant les lieux autrement, en notant les observations personnelles, etc. Donc, cette forme de performance sera forcément interactive, peut-être plutôt intime, et on espère de permettre à une audience d'avoir une expérience directe avec une archive et avec les questions à eux-mêmes. Donc, ça, c'est plus loin. Catherine a déjà parlé d'enquête et analyse des hashtags et les traces numériques. Donc, il y a ce côté aussi. On est toujours doué pour représenter les choses autrement, comme les profs dans les facs, c'est souvent les articles qui sont essentiels et qui nous intéressent aussi, mais qui représentent une formule qui sont parfois limitées. Ça pose les contraintes et on voudrait bien partager les idées avec des audiences différentes, quoi. L'idée, je crois, qui nous anime, c'est de faire en sorte que cette connaissance ne reste pas une connaissance académique et Voilà. au contraire qu'elle soit restituée aux néo-orléanais d'une manière ou d'une autre et aussi à tous ceux qui s'intéressent à la culture et aux identités de la ville. Donc, une performance qui intègre aussi un parcours touristique ou un parcours qui soit un parcours d'introspection quelque part. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas être, d'avoir des connaissances encyclopédiques sur un sujet, mais plutôt d'interpeller. Voilà, dans la manière dont c'est quand même des objets qui sont fondés sur des recherches scientifiques, mais qui ont une vocation à être exprimés de manière artistique et à interpeller et que chacun puisse creuser ou voilà parce qu'il y a des références bibliographiques, parce qu'il y aura des liens vers des sites web, etc. Chacun pourra explorer et aller à l'étage de la connaissance sociale de cette réalité qu'il choisit en fait. Voilà. Donc on est sur un programme qui va durer encore 2 ans et sur lequel on avance. On a déjà bien avancé sur l'analyse des traces numériques. Et c'est une construction du quotidien et permanente pour savoir quelle forme vont prendre les choses. Voilà. En tout cas, nous, c'est avec plaisir qu'on continuera à travailler avec les acteurs de la Nouvelle-Orléans, les voix officielles, et peut-être faire quelque chose aussi, une restitution à un moment donné commune, un peu sans pandémie, en live et dans la ville. Et peut-être, je ne sais pas, qui articule aussi les médias visuels et puis le format imprimé et peut-être le numérique. Il faut qu'on réfléchisse. Ce sera avec grand plaisir si on peut participer à ces restitutions et peut-être aussi en anglais. Aujourd'hui, l'idée était de le faire en français. Nous sommes voilà, dans le cadre de la semaine de la francophonie et parce que ce projet est aussi actuellement basé à Lyon, mais ce serait peut-être avec plaisir de l'imaginer aussi en anglais pour qu'il soit accessible à un public beaucoup plus large. Oui. Il se fait à Lyon parce que l'Institut de la francophonie est à Lyon et qu'on est parti de là avec Ross, mais il est évident qu'il faut qu'il atterrisse, hein, qu'il revienne Ouais. à la sur son territoire d'origine. En fait.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires avant qu'on s'arrête pour ce rendez-vous? Non? En tout cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez. On n'est pas très nombreux. On peut échanger sans souci, J'ai une mais question en fait. allez-y. Je veux savoir combien de pages y a-t-il dans ce petit livret? Est-ce qu'il est numéroté ce livret? Et est-ce que vous avez pensé à publier ce livret chez une maison d'édition française, par exemple? Et pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, Julie peut en dire un peu plus, mais c'est vrai que les coûts de fabrication, il n'a d'intérêt que dans sa forme actuelle, selon nous. Et on a payé 1 000 € les 100 exemplaires. Donc, pourquoi pas? En tout cas, si on a des fonds pour le faire, je pense bien volontiers, on pourra le rééditer, mais il faut qu'on trouve les fonds pour le faire. Est-ce que ce livret est-il numéroté ou non? Est-ce qu'il est numéroté, ce livre, ce petit livret? Non. Julie, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Julie, c'est l'artiste qui a fait le design. Bonjour. Bonjour. Peut-être je peux répondre assez rapidement. Alors non, le livre n'est pas numéroté, mais en revanche, c'est vraiment un objet artistique puisque on a choisi le papier avec soin. Il a été imprimé en risographie, qui est une technique d'impression qui est assez particulière, qui ne permet que des petits tirages, moins de 500. Et puis qui est aussi une technique d'impression qui est non polluante. D'où les coûts de fabrication de l'objet. On a aussi pensé la typographie. Voilà, il y a eu tout un travail autour bien sûr de l'iconographie, la typographie, etc. Bien sûr, on a, je pense, évoqué à un moment ou à un autre, tous les trois ou chacun les uns avec les autres, le fait que bien sûr, ça appelle un autre numéro. Ça pourrait être réédité tous les ans avec des nouvelles archives, avec des nouvelles images, puisque chaque page déplie, bien sûr, tout un tas de recherches qui restent cachées finalement. Mais c'est aussi le but, je pense, de donner accès. C'est presque comme un petit œilleton, c'est le regarder par le trou de la serrure. La question du fait français à la Nouvelle-Orléans et on ne voit qu'un tout petit morceau avec l'éphéméride. Et en même temps, c'est un objet qui est extrêmement ouvert. Donc, bien sûr, voilà, ce choix d'objet a un coût, mais il donne, enfin en tout cas pour moi, bien sûr, envie d'en refaire plein. D'accord, merci, voilà. merci. Merci. Super, c'est bien de savoir. Merci. Pamela? Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci infiniment, Ross et Catherine, pour votre partage. Merci beaucoup aussi, Julie, pour ces éclairages. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de vous entendre peut-être davantage sur toute la partie graphique prochainement. Voilà, merci. Et puis, c'est le début d'une histoire qui continue. Donc. On va vous dire à l'année prochaine. Hein. Alors, voilà, disons-nous à l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous alors qu'il est tard en France. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. À bientôt. Très bien. Merci beaucoup à tous.